Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise, 13e édition. Alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale pour tous les dirigeants d'entreprise, la protection sociale du dirigeant. Que vous soyez à la tête d'une petite entreprise ou d'une grande société, comprendre et optimiser votre protection sociale est essentiel pour assurer votre sécurité et celle de votre entreprise. Durant cette présentation, Karine Mansuy de Acoris Mutuelle, qui est avec nous et que je remercie vivement, vous présentera les différentes composantes de la protection sociale ainsi que les options disponibles pour améliorer votre couverture. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles et nous les traiterons bien sûr vos questions à l'issue de cette présentation. Je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Karine Mansuy. Karine, c'est à toi. Merci Carole, bonjour à vous tous. Donc effectivement, nous allons traiter de façon assez globale le statut et la protection sociale du dirigeant. Alors, il faut tout d'abord commencer par s'intéresser dans quelle catégorie je vais me retrouver en protection sociale non salariée, qu'on peut aussi appeler la protection sociale du TNS, travailleur non salarié, ou la protection sociale de l'assimilé salarié. Le choix de la structure, donc du statut juridique de la structure, va souvent être le seul critère qui va vous faire dépendre d'une protection sociale de travailleur non salarié ou d'une protection sociale de assimilé salarié, comme c'est souvent, enfin comme c'est tout le temps le cas, par exemple, de la SAS et SASU. Mais ce n'est pas toujours le seul critère. Si on prend par exemple la SARL surtout la SARL, vous allez avoir plusieurs situations en fonction de votre position dans l'entreprise. Par exemple, vous êtes gérant ou vous ne l'êtes pas, et du nombre de parts aussi qui est apporté, voire même du nombre d'associés dans l'entreprise et de leur fonction dans l'entreprise. Ces critères-là peuvent faire que vous dépendez soit de la protection sociale de travailleurs non salariés, soit de celle qui est assimilée salariée, en SARL par exemple. Pour les autres catégories, c'est plus simple. Si je prends l'entrepreneur individuel, la micro-entrepreneur, le URL, par exemple, ben là, effectivement, on dépend directement de la protection sociale du travailleur non salarié. Première chose, quels seront demain vos interlocuteurs? Au niveau, bien sûr, de la protection sociale. Au niveau des cotisations sociales, il n'y a qu'une seule banque pour tous les statuts, c'est l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui collecte l'ensemble des cotisations sociales. Les cotisations sociales sont celles qu'on payait déjà quand on était salarié, entre son salaire brut et son salaire net, entre les deux, c'était bien un prélèvement social pour ces prestations sociales. Par contre, l'URSSAF ne gère pas en direct les prestations sociales et elle va s'appuyer sur des organismes pour gérer toutes les prestations. La première grande famille de prestations, c'est l'assurance maladie. La bonne nouvelle, c'est quel que soit le choix de statut juridique, vous restez assuré au même endroit que les salariés du privé. Alors, je précise parce que, par exemple, si vous étiez agriculteur à la MSA, vous avez une activité qui change, vous devenez, par exemple, entrepreneur individuel dans une activité de commerce, ben là, vous ne seriez plus forcément dans la même protection sociale de base à la sécurité sociale, puisque c'est la MSA qui gère la sécurité sociale d'un agriculteur. Mais bon, globalement, dans les créations, on trouve plutôt des personnes qui viennent du régime salarié, donc déjà la sécurité sociale, et qui vont devenir entrepreneurs. Pour ces publics-là, ils ne vont pas changer de caisse de sécurité sociale, ils ne vont pas non plus changer de compte, c'est-à-dire ils vont pouvoir conserver leur compte Amélie. Ils vont bien sûr aussi conserver leur carte vitale. La carte vitale, il suffit de la mettre à jour pour la conserver avec ses droits dessus. Donc, on change de sécurité sociale. On reste à la sécurité sociale, on met juste à jour sa carte vitale. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes prestations qu'un salarié en étant à son compte en fonction du choix de statut juridique, TNS ou assimilé salarié. On n'a pas tout à fait les mêmes prestations sociales et on le verra un petit peu plus loin. Pour les allocations familiales, donc prestations sociales également, un travailleur indépendant ou un salarié ont la même caisse d'allocation familiale. Donc là aussi, ça simplifie énormément le dossier. Et pour le coup, il n'y a aucune différence dans les prestations sociales d'un salarié ou d'un indépendant.
Donc, c'est exactement les mêmes valeurs et tout dépend de votre situation de famille ou de vos revenus pour le calcul de vos allocations familiales. Pour la retraite, on cotise toujours tous à 2 systèmes de retraite. La retraite de base, c'est la retraite en trimestre qui a été réformée dernièrement, et des retraites complémentaires par points. La retraite de base, elle est équivalente aux salariés du privé et aux travailleurs indépendants. Donc là aussi, quel que soit le choix de statut juridique, vous allez continuer finalement d'abonder dans cette retraite de base en trimestre. Et puis, si vous étiez salarié dans le privé, vous aviez aussi des cotisations obligatoires de retraite par points, qui étaient les points ARCO, voire les points GIRC si vous étiez cadre. Cette retraite-là, elle est spécifique aux salariés. Et donc, si vous devenez à votre compte hors SAS et SASU ou un gérant, par exemple, minoritaire dans une SARL, vous ne pourrez plus cotiser à la GIRC-ARCO et vous allez entamer de nouvelles cotisations dans une nouvelle caisse de retraite complémentaire par points de travailleurs non salariés. Ce qui sous-entend que à la sortie, finalement, quand vous prendrez votre retraite, vous pouvez vous retrouver avec 3 pensions. Une seule retraite de base en trimestre qui va cumuler vos activités de salariés du privé et de travailleurs indépendants, par exemple. Une retraite complémentaire par point à GIRC-ARCO et une retraite complémentaire par point de travailleurs non salariés. Et l'ensemble de ces 3 pensions fera l'ensemble de votre revenu à la retraite. En création d'entreprise, on le voit beaucoup d'ailleurs depuis le régime de la micro-entreprise, on peut être aussi en cumul d'activités. Le cumul d'activités, ça peut être je reste salarié, mais en même temps, j'entreprends par exemple en micro-entreprise. Du coup, comment on verse les cotisations et de quelles prestations j'ai droit? Alors, les cotisations, on va les verser sur chaque source de revenus. Quand on est salarié, on va continuer, bien entendu, de payer des cotisations sociales entre son salaire brut et son salaire net. Et quand on est à son compte, on va payer, donc en micro notamment, directement depuis le chiffre d'affaires encaissé, ses cotisations sociales. Et l'ensemble, donc, fera bien l'ensemble des cotisations collectées pour l'ensemble des régimes. Vous ne pourrez par contre appartenir qu'à une seule caisse maladie. La caisse maladie principale quand vous êtes devenu polyactif, donc double activité. Donc, si j'étais d'abord salarié, que je reste salarié et que je crée une micro, sur mon formulaire d'immatriculation, au moment où j'immatricule la micro, je vais répondre à la question, restez-vous simultanément? Eh bien, vous répondrez salarié, je suis affilié à la sécurité sociale classique des salariés en dessous. Et du coup, pour toutes vos prestations en nature, donc les prestations en nature, c'est les remboursements de soins, donc tout ce qui va être la maladie, le remboursement du médecin, du pharmacien, etc. Vous resterez dans la caisse principale. Et en Alsace-Moselle, ça a quand même un intérêt puisqu'il y a le régime local Alsace-Moselle qui ne s'applique qu'aux salariés du privé. Donc, du coup, quand on est en micro, si on n'a plus d'activité salariée, on va perdre le bénéfice du régime local Alsace-Moselle et à la place, on basculera au régime général. Et plutôt qu'en cas de double activité, si on reste salarié en activité principale. C'est le cas aussi de la SAS. La SAS pourra continuer de bénéficier du régime local Alsace-Moselle puisqu'elle va se faire une fiche de paye pour se rémunérer et elle pourra cotiser au régime local Alsace-Moselle qui coûte quand même, par contre, un prélèvement social supplémentaire de 1,30% de charges salariales. Il y a le cas aussi des prestations en espèces. Les prestations en espèces dans les caisses de sécu sont les prestations qui permettent de financer une perte de revenus. Ça peut être suite à un arrêt de travail, pour accident, maladie, hospitalisation, mais ça peut être aussi lié à du congé de maternité ou de l'invalidité. Ces prestations en espèces, elles concernent vos revenus. Et donc, si vous êtes en double revenu, d'une part salarié et d'autre part entrepreneur, il se peut que ces 2 revenus finalement soient complétés pour vous permettre d'avoir l'ensemble des revenus qui soient assurés au niveau protection sociale par les 2 régimes. Voilà. Et ça ne joue que sur les prestations, bien entendu, en espèces, puisqu'évidemment, une consultation chez le médecin, on ne peut pas la faire rembourser 2 fois par la caisse maladie si on a 2 sources de revenus qui sont versées. On va maintenant parler et regarder la protection sociale en cas d'arrêt de travail. Donc, la protection sociale en cas d'arrêt de travail, elle est très particulière
Et je vous ai mis un tableau parce qu'en général, on ne connaît pas toujours non plus la protection sociale quand on était salarié. Donc, c'est la colonne que vous avez tout au bout du tableau sous président de SAS et SASU. Ça correspond à ce qu'un salarié du privé perçoit en arrêt de travail par la sécurité sociale. Hein. On ne parle pas des contrats complémentaires ou du régime local qui oblige un employeur à maintenir le revenu en Alsace-Moselle à 100% pendant à peu près 3 mois. Là, je vous parle uniquement des régimes de sécurité sociale. Donc, si vous voulez comparer votre situation peut-être d'ex-salarié avec peut-être le régime du réel ou le régime de la micro, vous avez sur ce tableau-là l'ensemble des conditions pour les 3 grands principaux statuts qu'on va trouver. Le régime du réel, pour vous rappeler, ça va être l'entrepreneur individuel classique, ça va être aussi le URL qu'on peut trouver là ou le gérant de SARL majoritaire. La micro, ben, ça c'est simple pour vous, et puis le président de SAS et SASU, mais ça pourrait être aussi un gérant dans la dernière colonne minoritaire, par exemple en SARL. Hein. Alors, première chose, vous voyez qu'il y a des conditions. Autant la sécurité sociale de base, c'est-à-dire celle qui permet d'obtenir des remboursements médicaux, pharmaceutiques, etc., c'est plus un droit uniquement du travail, puisque effectivement le capital finance aussi l'assurance maladie. Donc c'est un droit qui a été finalement ouvert, et on ne pourrait presque appeler ça un droit du sol d'avoir une sécurité sociale en France. Ce n'est pas le cas pour l'arrêt de travail. Pour l'arrêt de travail et être indemnisé quand on est en arrêt de travail, il faut verser des cotisations sociales. Si je prends le cas par exemple du président de SAS et SASU, s'il ne se rémunère pas et donc qu'il ne génère pas de fiche de paye, eh bien, en arrêt de travail, par la SAS et SASU, il ne peut prétendre à aucune indemnité journalière de remplacement, étant donné qu'il cotise sur aucun revenu, donc il n'y a pas de revenu qui permet de calculer des valeurs d'indemnité journalière. Vous voyez aussi en haut une première condition. Donc, c'est l'arrêt de travail, pas quelque chose d'automatique. Il faut cotiser un certain temps pour que les caisses de sécu vous versent des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. C'est le cas également des salariés, sauf qu'en Alsace-Moselle, comme l'employeur maintient le salaire à 100% dès le premier jour, souvent un salarié d'Alsace-Moselle, il ne sait pas qu'il doit cumuler un certain nombre d'heures pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale. Il a, en général, personne dans son entourage à qui c'est arrivé de ne pas percevoir d'indemnité journalière quand on commence à travailler. Mais c'est pourtant le cas classique, il faut au moins 150 heures. Alors, il y a d'autres critères, mais je vous mets les choses principales. Hein. Il y a au moins 150 heures à faire en tant que salarié pour obtenir des droits. Et vous voyez que c'est beaucoup plus long chez les travailleurs indépendants, donc le régime du réel ou la micro, puisqu'il faut être affilié au moins 1 an pour percevoir des indemnités journalières. Alors, ça fait peur quand on se dit ça, mais il y a des moyens de ne pas subir cette première condition. La première, c'est de ne pas avoir de rupture dans ses droits sociaux. Je m'explique. Vous êtes par exemple en maintien de droit à Pôle emploi. Pendant votre maintien de droit, vous restez cotisant socialement à toutes vos caisses, à toutes vos anciennes caisses. Et donc, au titre de ce maintien de droit, eh bien, si vous créez pendant votre maintien de droit, cette condition-là sera écartée et donc vous serez éventuellement éligible tout de suite aux indemnités journalières. Deuxième chose, si vous avez finalement créé après la fin de vos droits à Pôle emploi et qu'il y a une rupture dans les cotisations sociales pour l'arrêt de travail, il se peut quand même que sur examen d'un dossier, la sécurité sociale accepte de vous indemniser. Mais là, il n'y a pas de règle, c'est un dossier qu'il faut soumettre à la sécurité sociale et elle regardera votre ancienneté de cotisation en tant que salarié, etc., vos antécédents, pour décider ou pas de vous indemniser. Le mieux, c'est quand même d'éviter que cette condition s'applique, c'est d'essayer de créer avant la fin de son maintien de droit à Pôle emploi. Quelle est la base de revenus? Alors là, vous voyez aussi qu'on a plusieurs cas différents. Si je prends le régime réel, on peut se retrouver avec une société dont le revenu, c'est le bénéfice. Par exemple, c'est l'entreprise individuelle classique ou le URL qui n'est que à l'impôt revenu. Eh bien, la rémunération du dirigeant, c'est l'ensemble du bénéfice. Il ne peut pas choisir quelle part il prend finalement en revenu et quelle part il garde dans la société. Il cotisera bien sur l'ensemble du bénéfice. Si par contre, il est en option fiscale impôt revenu et impôt société, là, pour le coup, il pourra gérer le montant de sa rémunération et c'est bien cette rémunération nette du dirigeant qui sera soumise aux cotisations sociales URSSAF et à l'impôt revenu et qui sera la base pour le calcul des indemnités journalières.
On parle toujours d'un revenu net chez les travailleurs indépendants et pas d'un revenu brut, un salaire brut, même pour être exact au niveau des termes, comme chez le président de SAS-SASU ou salarié, puisque comme vous le saviez, vous cotisiez à l'époque déjà sur un salaire brut pour obtenir un net. Chez le travailleur indépendant, on cotise sur une rémunération nette de charge. Et puis le micro-entrepreneur, son revenu va être calculé forfaitairement par les impôts, qui a un barème, et qu'il l'applique directement sur la base du chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes sur une activité achat, revente, hôtellerie, restauration, traiteur, mais fabrication aussi, des couturières par exemple, des choses, des métiers, voilà, comme ça, eh bien, votre revenu va être égal à 29% seulement de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'État considère que forfaitairement, vous avez 71% de charge dans votre activité. Si vous allez plutôt vers une activité de prestation de service, votre revenu sera égal à 50% de votre chiffre d'affaires, pareil, calculé forfaitairement. Et si vous êtes une profession libérale, réglementée ou non réglementée, eh bien là, on sera sur la base d'un revenu égal à 66% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est notre base de revenus. Ensuite, pour le calcul des indemnités journalières. Donc, je prends un exemple simple en micro. J'ai encaissé 10 000. Mon revenu pour le calcul de mes indemnités journalières, c'est que 5 000, hein, pour donner déjà un exemple. Autre particularité, en régime réel, même si le dirigeant ne se rémunère pas, il peut prétendre à une indemnité journalière minimale parce que c'est un régime dans lequel il versera toujours des cotisations sociales minimales. Et ces cotisations sociales minimales, c'est des pourcentages, s'appuient sur un montant minimum de revenus. Qu'il se le verse ou qu'il ne se le verse pas, il cotise et donc il est éligible à des prestations en espèces, même s'il ne se rémunérait pas parce qu'il a à l'impôt revenu plus à l'impôt société. En micro-entreprise, on a une particularité, c'est que le revenu du micro-entrepreneur, donc le revenu, doit atteindre annuellement 4 208,80 €. Donc, c'est une valeur annuelle, mais qui est calculée sur 3 années, en fait. Mais c'est la valeur annuelle 2024. Il faut déjà atteindre 4 208,80 € pour être éligible aux indemnités journalières. Ça veut dire qu'en dessous, on n'a rien. On n'a pas du tout d'indemnité journalière si on se retrouve à l'hôpital suite à un accident. Et le président de SAS et SASU, il a la même contrainte, c'est que s'il ne se fait pas de fiche de paye, il n'est pas du tout non plus éligible aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Le délai de carence, donc c'est déjà celui qui existe aussi en Alsace-Moselle, pour tous les régimes, c'est 3 jours. L'obligation de maintien au premier jour des salariés, c'est l'employeur qui le porte. Donc si vous embauchez demain, votre salarié, vous serez obligé de le compléter dès le premier jour. Quand vous, la Sécu, comme lui d'ailleurs, hein, c'est 3 jours. Donc vous, il n'y a plus l'employeur qui va le compléter, ça sortira de votre poche en fait. Hein. Donc même un président de SAS et SASU, il le sort de sa poche s'il veut les 3 jours indemnisés. La durée, on a tous un stock de 360 indemnités journalières par période de 3 ans qui se compte à partir du premier arrêt de travail. Bien sûr, au bout des 3 ans, à partir du premier arrêt de travail, on repart avec un stock de 360 indemnités journalières sur 3 ans. Donc, ça ne fait pas du tout, finalement, une intégralité d'indemnisation, puisque 3 ans, c'est 1095 jours. Cette clause, elle ne s'applique pas si vous avez une affection de longue durée qui nécessite une prise en charge de certaines pathologies à 100%. Pour ces pathologies-là et uniquement pour celles-ci, vous serez bien pris en charge en continuité sans qu'il y ait d'interruption. Le calcul, je vous l'ai mis en fluo parce que effectivement, vous allez peut-être découvrir que ce soit en TNS au régime du réel, en micro-entreprise ou en président de SAS et SASU, on n'a que la moitié au mieux de son revenu qui est couvert. Pourquoi je dis au mieux? Parce qu'en plus, c'est plafonné journellement, c'est le montant que vous avez en dessous. Chez un travailleur indépendant, ça ne peut pas être plus de 63,52 € par jour. Chez un président de SAS et SASU, qu'il soit cadre ou pas cadre, hein, et quand vous étiez salarié, c'était aussi la règle qui s'appliquait, c'est maxi 52,28 € par jour. Donc, c'est pour ça qu'on met que c'est maxi 50%, au mieux 50% de son revenu. Alors, chez les salariés, ça peut être majoré s'il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, donc améliorer un peu cette prise en charge de 50%. Chez un travailleur indépendant, quel que soit son choix, un régime réel ou le régime forfaitaire de la micro-entreprise, il n'y est pas automatiquement dans cette clause, mais il peut sur option y souscrire en demandant l'option à la sécurité sociale. Alors bien entendu, ça l'obligera à verser des cotisations supplémentaires. Mais ça existe, en tout cas, voilà, vous pouvez le prendre. Ça peut être très intéressant d'ailleurs d'aller chercher des garanties supplémentaires à la sécurité sociale si vous avez déjà des soucis de santé.
Parce que pour aller mettre en place des contrats de prévoyance complémentaire, quel que soit le choix du statut, vous serez souvent dans des trop petites entreprises pour mutualiser les risques. Les assureurs vont vous présenter, j'en fais partie, donc je le sais que trop bien, des questionnaires médicaux. Et donc, en prévoyance, il peut être difficile des fois d'ajouter à son régime de base un contrat, un peu comme une mutuelle, mais cette fois pour couvrir la perte de revenus, de prévoyance complémentaire. Donc, ça peut être intéressant dans ces cas-là d'aller chercher les majorations à la Sécu, parce que tout ce qui est pris à la Sécu est sans questionnaire médical. Suite à une incapacité de travail, on peut aussi se retrouver avec une poursuite malheureusement d'invalidité. Donc, il y a les invalidités partielles où on est reconnu toujours pouvant exercer une activité professionnelle et les incapacités totales et définitives. Ces incapacités totales et définitives, c'est à partir d'un taux de 66% d'invalidité à la Sécu. Elles vous obligent finalement à arrêter toute activité professionnelle. Il n'y a pas le choix, on ne peut plus travailler. Et là, vous remarquez que, au final, on est toujours couvert au mieux qu'à 50% de son revenu. Et c'est à nouveau plafonné, donc là, c'est des montants annuels, mais c'est à nouveau plafonné annuellement. Donc, ça peut être beaucoup moins que 50% de votre revenu. Pareil, là aussi, je ne vous mets pas tout parce que sinon, ça serait un diapo qui vous n'arriveriez plus à retenir l'essentiel. Mais ça peut aussi être amélioré dans certaines situations. Par exemple, si j'ai besoin de l'aide d'une tierce personne, ça peut améliorer un peu la prise en charge en invalidité. Donc, il y a quelques cas comme ça qui permettent quand même une amélioration. Accident du travail aussi et maladie professionnelle, si on a l'option, permet aussi d'améliorer la rente en cas d'invalidité. Tout ça, donc, ça va permettre d'avoir une première indemnisation si on est éligible avec les conditions et particularités du départ. Autre sujet au niveau du revenu, le congé de maternité ou le congé de paternité. Quand on est à son compte, quel que soit le choix de statut juridique, est-ce que vous y avez droit? Alors, on retrouve la condition. Donc déjà, oui, mais on retrouve la première condition, comme tout à l'heure, qu'il faut cotiser un certain temps pour avoir des droits. Alors là, on n'est plus sur 1 an, on est sur 6 mois d'affiliation et les mêmes règles que tout à l'heure. S'il n'y a pas de rupture dans les régimes sociaux, eh bien, ça permet de conserver ses droits et de ne pas avoir cette première contrainte. Chez le régime au régime du réel donc, et au régime de la micro-entreprise, il y a deux indemnisations. La première, c'est l'allocation de repos maternel qui est versée en 2 fois et qui concerne que la femme chef d'entreprise. La deuxième, c'est une indemnité journalière qui va indemniser le temps de la durée du congé de maternité ou là, du congé de paternité, qui sont d'ailleurs de durée égale qu'on soit salarié ou en travailleur indépendant. 112 jours de durée de congé de maternité pour la femme chef d'entreprise au maximum et 25 jours de congé de paternité pour le papa. Chez le micro-entrepreneur, on va retrouver la contrainte des 4 208,80 € annuels au minimum de revenus forfaitaires à faire pour percevoir 100% des droits du régime général. Par contre, contrairement à tout à l'heure pour l'arrêt de travail, là, on ne perd pas totalement les droits si on est en dessous, mais on ne sera indemnisé qu'à hauteur de 10% du régime du réel. Donc, ça baisse énormément les indemnisations. Vous voyez, par exemple, que l'allocation de repos maternel, elle passerait à 386,40 € quand elle est à 3 864 € quand on est bien au-dessus de 4 208,80 €. L'indemnité journalière, ensuite, qui est versée par jour d'interruption du congé de maternité, donc elle s'applique par jour. Donc, 112 jours, c'est les samedis, dimanches compris, fois 63,52 € par jour, c'est forfaitaire quand je suis au régime du réel, quelle que soit ma rémunération. En micro aussi, c'est forfaitaire, mais c'est soit 6,352 €, soit 63,52 € par jour. Et puis, le président de SAS et SASU, c'est proportionnel au revenu et ça ne peut pas être supérieur à 100,36 € par jour. Attention aussi aux femmes chefs d'entreprise qui se dirigeraient vers, ou les papas d'ailleurs, vers le statut de président de SAS et SASU. Je rappelle que s'il n'y a pas de cotisation sociale, le congé de maternité ou de paternité en SAS et SASU ne pourra pas être versé. Je vous montre désormais un exemple de protection sociale complémentaire du revenu. Donc, on va regarder l'exemple de Madame. Hop, voilà, on peut y aller. Donc, le petit pavé que vous avez en dessous, là, notre traiteur, Madame Sucre-Glace, qui est traiteur, qui est née en 95, qui va faire un chiffre d'affaires prévisionnel de 69 000 €. Elle hésite encore sur le choix de son statut. On est en train, là, je vous parle d'un cas pratique qui va vous arriver, de monter un prévisionnel. Et elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire, mais en tout cas, a priori, elle aurait 69 000 € de chiffre d'affaires
pour un revenu de 20 000 euros, quoi qu'il en soit, quel que soit le choix de statut, ce qui représente un revenu de 55 euros par jour si je divisais par 365 jours, mais 20 000 euros. Comment on va la couvrir? Si elle s'est mise en statut micro ou au régime du réel, je viens à la slide suivante. Elle arrive. Voilà. On va repartir de la base de revenus. Donc, la base de revenus, c'est 20 000. Quoi que lui verse la sécurité sociale, puisque ça, c'est 20 000 moins les versements de 50% de la sécurité sociale au mieux, il faut qu'elle ait ses 20 000. Donc, ça, c'est la base de garantie. Dans le contrat, il y a des franchises d'indemnisation, c'est-à-dire des carences. Donc là, on a mis une franchise à 0 jours en cas d'hospitalisation et d'accident et à 30 jours en maladie. On aurait pu tout mettre à 0 jours, mais c'est un peu comme des options mutuelles. Plus on prend des options fortes, plus on cotise. En invalidité, elle est aussi couverte en totalité de ces 20 000 euros jusqu'à l'âge de la retraite. Dans ces contrats-là, il y aura toujours du capital d'essai. Et là, vous pouvez voir que sa cotisation mensuelle, elle serait pour cette personne-là qui est traiteur et qui est dans 95, pour 20 000 euros d'assuré, mensuellement, elle va payer 24,77 € par mois. Si elle n'est pas en micro, elle pourra déduire plus de 20 € par mois de ce contrat-là, donc déduire fiscalement de son revenu imposable une grosse partie de la cotisation de ce contrat-là. C'est ce qui s'appelle le dispositif Loi Madelin qui permet de déduire fiscalement pas mal de contrats hors micro. Si par contre elle se dirigeait vers la SAS et SASU, là on ferait un contrat qui serait basé sur la fiche de paye, en fonction de la fiche de paye et en pourcentage de la fiche de paye. Mais vous comprenez aussi que tant qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas moyen d'asseoir le contrat sur quelque chose. Il faut qu'il y ait une rémunération. Donc je conseille toujours le dirigeant de se rémunérer au plus tôt, même faiblement, pour qu'on puisse mettre en place le contrat de prévoyance et remplir le questionnaire médical et éviter qu'il y arrive un problème de santé ou un accident et que par la suite, il ne puisse plus faire son contrat de prévoyance. C'est le même contrat, sauf qu'il va fonctionner en pourcentage du revenu. On retrouve donc une indemnisation à hauteur de 80% du salaire brut, ce qui fait 100% de ton salaire net, les mêmes types de franchises, l'invalidité derrière, un capital d'essai et la cotisation, elle est en pourcentage aussi du revenu brut. Et là, elle serait de 1,50% du revenu brut, ce qui correspond à 25 € par mois. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de complètement identique, ou qui ressemble plutôt, pas identique, à celui du travailleur non salarié, sauf que la forme est différente, puisque d'un côté, on est sur une fiche de paye, sur l'autre, on est plus sur quelque chose de forfaitaire. Voilà, je vais terminer l'exposé donc sur la protection sociale du dirigeant. C'est un gros sujet, je l'entends bien. C'est pas facile sur une intervention comme cela d'arriver à retenir les informations, à capitaliser sur ce que je viens de vous expliquer pour notamment aussi challenger un petit peu un statut par rapport à un autre. Donc, comme vous le voyez affiché, je serai sur le salon le 22 novembre prochain pour continuer de vous accompagner sur le choix de la protection sociale en fonction du statut juridique. Donc, venez me consulter comme tous les autres partenaires qui seront là. Vous avez compris, si on résume, que les régimes de base, en mieux, vous couvrent qu'une partie des dépenses de santé, mais aussi qu'une partie du revenu. Et on n'a pas parlé de la retraite, mais c'est un peu la même chose aussi. On n'aura pas 100% de son revenu à la retraite. En micro-entreprise, mais aussi en SAS et SASU, le risque est beaucoup plus grand pour qu'on peut se retrouver sans indemnité journalière en l'absence de chiffre d'affaires, ou en l'absence de fiche de paye. Donc, il faut vraiment que vous preniez le temps de venir vous faire conseiller sur votre protection sociale. Donc, je travaille avec beaucoup de partenaires. Je tiens des permanences aussi à la Chambre de commerce. Donc, n'hésitez pas à demander des rendez-vous individuels pour vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà. Je vais passer donc maintenant aux questions avec vous. Merci Karine, c'est très gentil et c'est une belle présentation que tu nous as faite. Il est vrai que la protection sociale, c'est pas toujours évident. Voilà, on a vraiment besoin de pouvoir discuter et échanger avec toi pour avoir le maximum d'informations. Et donc maintenant, on va passer aux questions. On a une question justement de Sylvie. Et Sylvie nous dit, voilà, bonjour, j'ai créé une entreprise individuelle dans le cadre de la démission reconversion. Aujourd'hui, elle perçoit une allocation chômage pour venir en complément de l'activité de son entreprise. Est-ce qu'elle a le droit au régime local de l'assurance maladie? Alors, c'est une règle qui n'est pas écrite,
mais qui pour le coup s'applique. En fait, pendant que vous êtes en maintien de droit à Pôle emploi, vous conservez votre régime local Alsace-Moselle, en fait. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, vous conservez vos cotisations, c'est-à-dire que Pôle emploi ne vous verse pas l'intégralité du salaire brut, puisque vous continuez en fait de cotiser socialement. Donc voilà. Donc du coup, toutes ces cotisations sociales vous permettent de continuer à rester au régime local, même si vous avez finalement créé, par exemple, votre micro-entreprise pendant le temps où vous êtes à Pôle emploi. Et vous perdez, in fine, qu'à la fin de votre maintien de droit à Pôle emploi. Merci Karine pour cette réponse. Alors, en attendant qu'encore qu'il y ait des questions qui se fassent, moi j'en ai Karine à te poser. Ah ben, merci Carole. Donc, je me posais déjà une première question sur notamment de jeunes étudiants. De jeunes étudiants qui aujourd'hui ont envie de monter, pourquoi pas, une start-up et qui se décident de se mettre en SAS. On sait qu'en termes des fois de revenus, c'est pas forcément évident. Donc, pour eux, quelle sera leur protection sociale? En SAS, c'est ce qu'on. Alors, ils restent étudiants, on est bien d'accord, oui. hein, et en même temps, ils créent une SAS. Alors, au niveau de la sécurité sociale, dans tous les cas, c'est toujours de toute façon la caisse principale au moment où on devient polyactif qui reste la caisse prioritaire. Cependant, on a un droit d'option, c'est-à-dire que, admettons, alors là, dans ton exemple, on a des étudiants, normalement, ils ont basculé au régime général. Ils ne peuvent pas bénéficier du régime local Alsace-Moselle, puisque, je le rappelle, le régime local Alsace-Moselle ne s'applique qu'aux salariés du privé. Donc, on est nombreux en Alsace-Moselle à être finalement au régime général. Les étudiants, n'ayant pas de fiche de paye, ne cotisent pas pour le régime local Alsace-Moselle, donc basculent au régime général quand ils sont étudiants. Le fait de créer la SAS et SASU pourrait leur faire regagner, par exemple, le régime local Alsace-Moselle. Mais pour cela, il faudrait qu'ils y cotisent. Et on n'obtient pas le droit au régime local à la première fiche de paye. Il faut un certain temps de cotisation, à peu près, je crois que c'est 3 mois encore la règle à la Sécu, mais ça dépend aussi du nombre d'heures, hein, du type de contrat, voilà, combien il y a d'heures, pour pouvoir rebasculer au régime local. Et ça ne se fait pas automatiquement. Donc, quelqu'un qui, à un moment donné, était travailleur indépendant, reprend un boulot salarié, recotise au régime local et du coup, pour en bénéficier, s'il ne fait pas une démarche, qui ne remplit pas le formulaire de choix d'option, il ne rebasculera pas automatiquement au régime local Alsace-Moselle. Donc, il y a une démarche à faire. Vous trouvez le formulaire sur le site d'Amélie, hein, sans problème. Pour le reste, il est étudiant, il ne touche pas de revenus, etc. S'il est resté en caisse étudiante, caisse prioritaire, dès qu'il va se rémunérer en SAS et SASU, il va obtenir des droits comme un salarié, retraite de base, retraite complémentaire, en fonction de ce qu'il versera en cotisation sociale depuis sa fiche de paye. Et donc, pour compléter, éventuellement, même s'il n'a pas aujourd'hui de rémunération, ces étudiants, est-ce qu'ils peuvent toujours prétendre à une complémentaire, de la prévoyance, etc., et commencer à cotiser éventuellement? Alors, s'il y a une fiche de paye à chaque fois, s'il n'y a pas de fiche de paye, on n'a pas moyen de proposer des garanties, on va dire, un peu collectives, comme on trouve dans une entreprise pour les salariés, c'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose pour un dirigeant en SAS et SASU, on va lui mettre en place une protection sociale complémentaire cadre, c'est-à-dire une mutuelle d'entreprise pour lui tout seul, hein, s'il est tout seul dans l'entreprise en tant que cadre, dirigeant, et puis une prévoyance comme les cadres, c'est-à-dire celle qui est au moins à hauteur de 1,50% en cotisation de la tranche A du salaire, donc c'est jusqu'à un plafond mensuel de sécurité sociale, ça devient technique. Je m'arrête là, c'est pas très grave si vous n'avez pas trop retenu ce que c'est que les plafonds mensuels de sécurité sociale. Donc effectivement, s'il ne se rémunère pas, il n'obtient pas de droits en fait supplémentaires. Donc c'est le fait de se rémunérer qui va enclencher des droits ou pas après à toutes les prestations sociales d'un travailleur salarié en fait, hein, de la même manière. Alors, il y a Eric qui complète la question de Sylvie. Hein, tu sais, Sylvie qui a créé une entreprise individuelle et qui est dans le cadre de la démission reconversion. Eric nous dit donc, est-ce que c'est s'il remplit les mêmes conditions que Sylvie, mais lui, il n'a pas créé une entreprise individuelle, il a créé une SASU. Donc, il voudrait savoir à ce moment-là, est-ce qu'il a le droit aussi au régime, je pense, local de l'assurance maladie? Alors, de ceux que je vois, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle écrite. Vous n'en trouverez pas, en fait. Hein.
Normalement, le régime qui s'applique à un travailleur indépendant, c'est le régime général. Le régime qui s'applique en SAS et SASU peut être le régime local Alsace-Moselle, puisqu'on peut y cotiser depuis sa fiche de paye, s'imposer les 1,30% de cotisation supplémentaire et avoir le régime local. Normalement, et je ne pense pas me tromper là-dessus, vous conserverez aussi votre régime local Alsace-Moselle. Là où c'est plus particulier, c'est souvent sur la SAS et SARL, où ils font perdre le régime local plus tôt au niveau des droits sociaux. Alors, on a encore une question d'Anonyme hein, qui nous dit, voilà, alors il y a vraiment cette notion de reconversion professionnelle qui est un petit peu là. Aujourd'hui, donc Anonyme nous dit, moi j'ai démissionné au mois de septembre pour me lancer dans ma micro-entreprise et il veut savoir s'il a toujours ses droits à la protection sociale, sachant qu'il nous dit qu'il a un délai de 4 mois avant de s'enregistrer donc à France Travail. Et pour leur indiquer qu'il est justement sans emploi, mais en pleine reconversion professionnelle. Là, c'est une démission reconversion si je pense que c'est ça, oui. Ouais, je ne sais pas trop. Mais il n'est pas encore inscrit à Pôle emploi. Non, pas encore inscrit à Pôle emploi. D'accord. Bon, après, je ne connais pas le dossier, c'est vrai qu'on n'est pas en entretien individuel, c'est plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'inscription tout de suite à Pôle emploi, peut-être parce que… Il y a un temps, je pense, hein, pour pouvoir démissionner et s'inscrire à Pôle emploi. Il y a peut-être un délai c'est surtout, il y a un délai pour percevoir la première indemnisation, puisque si on a perçu des allocations… On parle peut-être de ça. Oui, c'est peut-être ça. Mais s'inscrire, c'est autre chose, puisqu'il a le droit de s'inscrire à Pôle emploi. Donc, enfin, voilà, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un peu ça le sujet. Et donc la question, Carole, de monsieur, c'était… Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut savoir quels sont ses droits à sa protection sociale. Son régime local. Ouais. Alors, votre régime local, vous n'allez pas le perdre immédiatement, hein, donc vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous basculer au régime général sans raison comme ça. Donc, c'est quand même des droits qui se maintiennent. Moi, des fois, je vois même des travailleurs indépendants qui ne quittent pas le régime local parce que les mises à jour ne sont pas faites, en fait, à la Sécu toujours tout de suite. Et donc, il le conserve un certain temps. Et quand c'est la Sécu qui n'a pas fait la mise à jour, elle ne revient pas en arrière. Vous demandez, finalement, vous êtes au régime général, donc vous nous devez la différence. Il n'y a pas de contrôle comme ça pour refaire. Normalement, ils vous laisseront au régime général. Si je prenais le droit, théoriquement, vous ne cotisez plus, vous n'avez plus le droit. Sauf que le droit perdure, surtout si vous êtes inscrit à Pôle emploi, ce que vous allez faire. Donc, il n'y a pas de raison que vous perdiez. Pour moi, vous ne perdrez pas votre régime local Alsace-Moselle le temps de l'immatriculation de votre SAS et SASU. Alors, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de monde, cette histoire de régime local, puisque Sandra nous dit, moi, je ne perçois aucune indemnité de France Travail, et ça va faire 2 ans. Ouais. Elle est inscrite en tant que micro-entrepreneur, ouais. Et elle se demande si elle est toujours assurée au régime local. Alors, théoriquement, non, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas encore. Si la mise à jour n'a pas été faite par la Sécu, vous pouvez très bien l'avoir encore. Mais théoriquement, vous, dans votre cas, vous devriez basculer au régime général. Des fois, on ne sait pas parce qu'on n'est pas repassé chez le médecin. En fait, souvent, on découvre la modification en recevant de sa mutuelle, par exemple, un refus de prestation. Parce que d'un seul coup, par télétransmission, votre mutuelle reçoit un décompte du régime général. Alors que vous avez pris un contrat sur la base de cotisation du régime local. Et forcément, la mutuelle, elle n'est pas d'accord de prendre en charge une prestation au régime général quand vous cotisez pour le régime local. Donc souvent, c'est votre mutuelle qui va vous informer du changement de situation à la Sécu, à moins que vous vous dites, au moins une fois par mois, je vais vérifier si mon basculé au régime général ou pas. Mais je vous rassure, personne n'appelle la Sécu pour dire, vous avez oublié de me mettre au régime général. Hein. Donc, tant que vous êtes au régime local, bougez pas. Et puis, le jour où il vous bouge, il sera toujours temps de refaire le point avec votre mutuelle. Le seul sujet, c'est qu'elle va bloquer le remboursement le temps que vous régularisiez votre cotisation. Donc, si c'est des prestations pas trop chères, c'est pas trop grave. Mais par contre, si vous attendez un remboursement dentaire ou optique, ça peut être un peu plus embêtant que le dossier soit bloqué en attendant que vous régularisiez le contrat et que vous le repassiez au régime général. On ne risque pas de lui redemander éventuellement, vu qu'elle a bénéficié du droit local, de… La Sécu ne le fait pas, non. En tout cas, pour le moment, ne le fait pas. Par contre, votre mutuelle, oui. Si vous avez des soins, on admettons au mois de novembre et elle reçoit, bon, ça n'arrive pas parce qu'avec la télétransmission, ça reste super vite. Mais imaginons, vous avez fait votre paire de lunettes, non, les lunettes, c'est un mauvais exemple, c'est du tiers-paye aussi, mais vos dents, au mois de septembre, elle reçoit les factures. Et en fait, vous êtes depuis le mois de juillet au régime général, mais vous ne le saviez pas, elle va vous redemander des cotisations depuis le soin qu'elle vient de recevoir, c'est-à-dire septembre, pour pouvoir passer votre remboursement. Sinon, elle ne le passera pas, en fait. Hein.
Il y a Eric qui nous dit, c'est quoi le minimum de versement de salaire pour un dirigeant pour bénéficier des droits sociaux? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il me pose la question par rapport à des régimes de base. Et ça peut être différent sur les prestations. Alors, je prends l'exemple. Par exemple, il y en a une que je connais que je peux vous donner, qui est sur la retraite de base. Pour valider les 4 trimestres de la retraite de base, c'est pas travailler 4 trimestres dans l'année. Donc, je peux être par exemple micro, travailler 4 trimestres, mais encaisser 0 pendant toute une année. Ben, j'ai 0 trimestre de retraite validé. Alors que j'ai bien immatriculé mon entreprise et que ça fait bien 4 trimestres qu'elle est immatriculée. Pour valider 4 trimestres, par exemple, si vous êtes sous la forme salarié ou SAS et SASU, il faut faire 150 en encaissement. 150 fois le SMIC horaire fois 4. Ça représente à peu près entre 7 et 8 000 euros par an pour valider ces 4 trimestres de retraite. Alors, quand on est là, ça ne fait pas une grosse retraite à la fin, mais on valide bien les 4 trimestres de retraite. Donc oui, il peut y avoir des montants minimum, mais là, je vous laisserai voir avec l'expert comptable qui est là aussi pour vous faire, vous guider sur l'optimisation sociale et fiscale de la rémunération du dirigeant. Et parce que je crois qu'Eric, je crois que c'est la même personne qui nous a posé la question tout à l'heure, dans le cas de la création d'une SASU, il me semble. Donc, puis Eric, ça, c'est une question, Eric, que vous pourrez, si je me permets, pardon, prénom, parce que je n'ai pas votre nom, de la poser si vous arrivez à venir vendredi. Vous aurez l'ordre des experts comptables qui est là. Vous pouvez challenger cette question-là avec eux lors de votre passage au salon vendredi. Ah, moi, le sujet est tellement intéressant qu'on a des questions et des questions. Hein. Et donc, moi, j'en ai une pour toi. Donc, n'hésitez pas. Hein, j'invite vraiment les personnes qui participent à l'intervention de Karine à poser leurs questions. Karine, c'est la docteure protection sociale. Hein, donc, il faut pas hésiter à lui poser ces questions. Moi, j'en ai une et je me posais la question justement sur une personne. On a parlé hein, de la situation du demandeur d'emploi, ce qu'on retrouve ici beaucoup sur certains profils. Mais je peux très bien être demandeur d'emploi, ne pas avoir demandé le maintien de mes indemnités et plutôt bénéficier de la capitalisation du capital. Et ne pas me rémunérer parce que voilà, je ne veux pas avoir des coûts pour, par exemple, ma SAS, ma SASU. Qu'est-ce qu'il en est du coup pour mes indemnités journalières? Ben là, on est très embêté puisque on a plus le Pôle emploi. Donc, en soi, on n'a plus d'ARE à maintenir. Donc, on ne percevra plus par son ancienne activité ses indemnités journalières. Mais en plus, par la SAS, si on ne se rémunère pas, on n'obtient pas de nouveaux droits. Donc, on n'a pas non plus d'indemnité journalière de ce côté-là. Donc, du coup, là, il n'y a rien qui est versé en arrêt de travail, quoi. Donc, ça, c'est des situations à risque qu'il faut bien mesurer quand on fait des choix. Plutôt que de prendre un prêt, par exemple, de prendre son capital à Pôle emploi, c'est vrai qu'en plus, là, ils l'ont plutôt augmenté pour que plutôt vous preniez tout le capital à Pôle emploi, je pense. Ça représente une opportunité, on va dire, un peu pour l'État, c'est que vous sortez aussi des effectifs Pôle emploi. Mais pour vous, ça peut être parfois une contrainte aussi. Je prends par exemple le cas de la portabilité de vos mutuelles. Quand vous étiez salarié en France dans le privé, vous aviez, sauf si vous l'avez refusé, votre mutuelle d'entreprise. Si vous avez quitté l'entreprise hors d'émission, vous avez pu maintenir la portabilité de votre mutuelle et de votre prévoyance d'ailleurs. Hein. Vous prenez le capital à Pôle emploi, vous n'êtes plus considéré demandeur d'emploi par l'État. D'ailleurs, vous ne devez plus rendre compte à Pôle emploi de ce que vous faites et de ce que vous gagnez. Mais du coup, vous sortez aussi de la portabilité, puisque pour avoir la portabilité, il faut rester demandeur d'emploi et le justifier à son organisme complémentaire. Donc, il y a plein de conséquences, donc il faut bien réfléchir et bien tout. En fait, vous ne pouvez pas de votre côté prendre des décisions importantes tout seul, il faut absolument que vous fassiez accompagner. Il y a pléthore de structures pour vous accompagner. CCI CMA, là, aujourd'hui, avec lequel je fais des conférences, vous accompagne sur ces sujets-là. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aller financer ces accompagnements par des chèques créa et au moins, vous serez sur les bons rails parce que sinon, vous allez louper plein de choses et vous l'apprendrez a posteriori. Et quand on a fait capital à Pôle emploi, on ne peut plus revenir en arrière. Ça peut être un bon choix. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'on n'arrive pas à trouver les financements et on a besoin pour acheter, je sais pas, son food truck, de débloquer du capital. Et là, on n'a pas le choix et tant pis, même si on sait qu'on perd de la portabilité, qu'on prend un risque de revenu, des fois, c'est ça ou pas démarrer. Ok. Sauf que si on le fait de façon éclairée, tout va bien.
c'est quand on fait des choix et qu'on les subit parce qu'on n'avait pas l'information au départ. Merci Karine. Comme tu le dis, effectivement, il n'y a pas que l'histoire de la forme juridique, il n'y a pas que l'histoire des revenus, il y a beaucoup de points qui sont à travailler et la protection sociale, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Il est important voilà, de voir un peu ce qui risque de se passer en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie, etc. Donc tout ça, bien sûr, Karine, comme le disait, elle sera présente donc, au Salongo vendredi. Dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, venez la rencontrer, venez discuter avec elle, parler avec elle, etc. Comme je le disais, c'est notre docteur protection sociale. Elle peut vous informer sur tout concernant la protection sociale du dirigeant. Et puis, voilà, vous rencontrerez aussi d'autres partenaires, d'autres experts qui pourront aussi également répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup, Karine, pour vraiment cette belle et claire présentation. Merci à vous. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. On vous remercie vraiment pour votre participation active et aux questions que vous nous avez posées. J'espère que Karine a pu répondre à l'ensemble de vos questions et que vous en êtes satisfaits. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette visioconférence sur les chaînes YouTube de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce. D'ici la fin de la semaine, elles seront visibles. Et donc, n'oubliez pas aussi que le Salongo n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets encore très variés. D'ailleurs, on retrouve Karine demain matin, si je ne me trompe pas, à 9h, pour nous parler un petit peu de la place du conjoint dans le cadre de pour sa protection sociale, etc. Donc, c'est important aussi, si notamment vous souhaitez vous installer en famille, d'avoir le maximum d'informations aussi concernant votre conjoint. Et donc, on se retrouve sinon le 22, donc vendredi, dans les locaux de la CMA. Et puis, le programme est disponible sur www-salongo.fr. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et il nous reste à vous souhaiter donc une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Au revoir.